Hop. C'est bon de ton côté? Ça enregistre? Ça y est, c'est bon, j'ai fait continuer, donc c'est bon. Ok. Signé. Eh bien, écoute, parfait. Alors, allons-y. Bon, alors donc bonjour à toutes et tous. Donc moi je suis Christophe Pébart, je suis maître de conférence en histoire grecque à l'université Bordeaux-Montaigne et pendant plusieurs années j'y ai enseigné la sociologie et l'épistémologie des sciences sociales. Donc c'est un sujet qui me tient à cœur et puis je pense que l'histoire est une science sociale, donc c'est un thème que je partage avec mon interlocuteur de toujours, donc Jean-Baptiste de France, à qui je cède tout de suite la parole pour qu'il présente un peu le cadre dans lequel nous réalisons cette petite vidéo. Alors, moi, je suis, comme Christophe, historien de formation, et enseignant, à l'université Bordeaux-Montaigne et dans le cadre de mes travaux en histoire, j'ai beaucoup flirté avec la sociologie et c'est dans la perspective d'un enseignement de sociologie que nous enregistrons, cette vidéo, que nous adressons donc aux, licences 2, de la licence d'histoire, donc de, l'université Bordeaux-Montaigne. Nous proposons à ces étudiants, nous vous proposons euh, un enseignement qui s'articule autour donc de la pensée d'Émile Durkheim, et nous allons commencer, si je puis dire, par le commencement, en l'occurrence par son cours de sciences sociales, par sa leçon d'ouverture qu'il prononce en 1888, lorsqu'il prend sa charge d'enseignement, si mes souvenirs sont bons, mais tu m'arrêtes Christophe si j'ai une bêtise, en pédagogie et sciences sociales à l'université de Bordeaux. C'est ça, il est chargé d'un cours en Voilà. sciences sociales. Alors en fait, la leçon est prononcée en 1887, mais publiée en 1888, et elle est reprise dans un recueil d'articles qui s'appelle donc La science sociale et l'action, et on le trouve aussi en libre accès assez facilement sur un certain nombre de sites Internet. Donc Durkheim est en fait à ce moment-là est en train de faire, c'est son premier poste, enfin il était auparavant Il professeur était professeur en lycée, oui, c'est ça. en lycée, Alors, parce il est jeune normalien, voilà, il est normalien. Il enseigne en lycée. Alors, je crois qu'il fait même le tour de France des lycées parce il va aller un petit peu partout, des Hauts-de-France jusqu'à Pau, je crois. Et Oui, il commence en 1882, donc il a l'agrégation en 1882. agrégation de philosophie. Ouais, peut-être on peut en dire un mot, le fait qu'il soit donc pas sociologue de formation, mais Mm. philosophe, hein. C'est important de le rappeler, puisqu'évidemment la sociologie n'existe pas, il n'y a donc pas de cursus de sociologie. Donc nous, on met là, on regarde, on met la focale sur le moment un petit peu de naissance, qui n'est pas un moment, un jour près, hein, mais qui est un processus qui va se dérouler au fond au cours de la dernière décennie du 19e siècle, qui va voir apparaître cette science nouvelle, la sociologie. C'est un peu l'objet de ton cours, quoi, de montrer ce qui va même aller au-delà jusqu'à la mort d'Émile Durkheim, disons. Effectivement, c'est l'objet de mon cours et c'est un rappel que fait Durkheim dès le début de cette leçon d'ouverture, puisque il explique c'est la première phrase chargée d'enseigner une science née d'hier et qui compte encore qu'un petit nombre de principes définitivement établis. Voilà, donc c'est pour ça, c'est l'intérêt du texte, c'est de lire, d'essayer de comprendre ce que Émile Durkheim a en tête au moment où il se retrouve premier, parce que c'est le premier, à enseigner officiellement les sciences sociales ou la science sociale. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est? Quel est son objet? Et plus généralement, pourquoi une science nouvelle? Est-ce que cette science nouvelle est légitime? Est-ce que les sciences qui existent déjà ne suffisent-elles pas à mener l'étude des sociétés? Voilà, et pour dire un mot de l'idée générale ou des idées générales développées dans le document, dans le texte, il est très riche ce texte puisque Émile Durkheim il contextualise sa discipline, il la positionne en quelque sorte par rapport aux autres disciplines qui, elles, sont bien installées, la philosophie, l'histoire. Il établit une vraie généalogie de la sociologie, d'où ça vient, vers où ça va, et il en jette aussi quelques directions, et il en rappelle les fondements, comment pourrait-on dire, épistémologiques, ontologiques. Donc oui, soulignons quand même juste, faisons un petit cocorico localiste, que donc tu l'as dit, hein, que ça se passe à Bordeaux, et donc Émile Durkheim enseigne à Bordeaux de 1887 à 1902.
Hein, il habite non loin de la barrière Saint-Genès, donc pour tous les étudiants et les étudiantes qui passent en tram au moment du passage. Et il y a une petite pensée pour Durkheim qui a successivement habité deux maisons. Hein. La première est côté Talence et la seconde côté Bordeaux. Et donc il allait faire son cours le samedi matin et il allait souvent à pied, dit-on, jusqu'à la place de la Victoire, puisque ça se passait à l'époque à la place de la Victoire. Et il y a un petit livre, on mettra la référence pour ceux que ça intéresse, de Mathieu Bérat, qui s'appelle Émile Durkheim à Bordeaux et qui a mené l'enquête. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, l'essentiel de l'œuvre d'Émile Durkheim a été faite à Bordeaux. Il a retrouvé plein de choses, les petites fiches d'emprunt des livres de Durkheim, les étudiants qui travaillaient avec lui. Bref, voilà, on a une petite idée comme ça. Et je souhaitais en dire un mot parce que le fait que, sauf erreur de ma part, il n'y ait pas de rue Émile Durkheim à Bordeaux montre bien la place encore aujourd'hui problématique de la sociologie, alors que pour un scientifique de cette importance, on pourrait imaginer que depuis longtemps, une rue vienne sanctionner le fait que pendant si longtemps, il a travaillé à Bordeaux. Donc c'est assez significatif quand même, malgré tout, de la place un peu problématique, disons, de cette science encore aujourd'hui. Oui, et Bon. puis c'est vraiment son début de carrière, puisqu'il devient professeur, je crois, dans les années 90. Il passe son doctorat, enfin, il obtient son doctorat entre-temps alors qu'il est en poste à Bordeaux, et c'est de Bordeaux qu'il va jeter les fondements institutionnels et scientifiques de la sociologie. Exactement. Donc c'est à Bordeaux qu'il va fonder l'année sociologique. Enfin, tout ce Exactement. qu'il a fait, c'est vraiment à Bordeaux. Enfin, bref, on ne va pas pousser notre cocorico plus longtemps, mais on va passer peut-être dans le début du texte. Donc, on s'est mis d'accord avec Jean-Baptiste pour surtout essayer d'expliquer le début du texte pour aider celles et ceux qui le liraient de façon à rentrer dans la logique argumentaire et argumentative du texte. Et puis ensuite, ben voilà, il y a aussi un travail de lecture à faire. Cela dit, je reviens à Bordeaux une dernière fois. En fait, l'évocation de Bordeaux, elle n'a rien d'anecdotique, elle est aussi intéressante parce qu'elle permet de constater que Durkheim n'est pas à Paris. Et ça permet aussi de nous éclairer sur la position de Durkheim à ce moment-là, puisque Durkheim n'est pas le seul sociologue en France. Il y en a d'autres, enfin, en tout cas qui touchent à la société, au social. On pense par exemple à Tarde, et qui lui, alors que Durkheim est à Bordeaux, est sauf erreur de ma part, bien installé. Alors, je ne me souviens pas de la temporalité exacte. Bien installé à Paris, au Collège de France. Oui, 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 c'est ça. Donc, effectivement, le fait que ça commence en province est tout à fait significatif. Alors, pour non pas corriger, mais pour nuancer ou pour compléter, ça tient aussi au système des nominations, hein, qui font que la création des enseignements nouveaux est décidée à Paris. Et il y a un grand fonctionnaire de la Troisième République qui s'appelle Louis Liard, qui a régné au ministère pendant des décennies et qui a comme ça placé les différents enseignants en distribuant les titres des chaires, créant des disciplines, etc. Donc c'est cette époque un peu de formation hein, de la Troisième République où on forme en même temps les disciplines universitaires, mais tout ça est décidé de manière centrale au nom de l'intérêt général qui est élaboré dans un ministère. Donc c'est une autre logique que celle d'aujourd'hui. Donc les disciplines sont beaucoup moins, disons, construites, tous construits, puisque en fait l'université aussi telle que nous la connaissons commence à se construire à cette date. Donc c'est un gigantesque, comment dirais-je, une gigantesque transformation de l'univers, puisque non seulement on invente l'université, mais progressivement, enfin, les facultés, mais on invente aussi les étudiants. Et je dis bien les étudiants, puisque comme tout le monde l'a vu, le texte commence par messieurs, un signe qu'il n'y a pas d'étudiantes dans la salle. Donc c'est encore une affaire d'hommes. Mais voilà, c'est un moment très important aussi. Donc la sociologie, elle accompagne la naissance, l'émergence de ce que nous appelons aujourd'hui les universités. Ça, on va pas aller plus loin là-dessus Oui. puisque ce sera présent dans le premier cours donc de notre semestre de sociologie. Bon, on commence. Allons-y. Alors, comme tu l'as dit, je trouve qu'il y a déjà, moi, il y a une première phrase que j'aime beaucoup de cette leçon d'ouverture. Hein, donc, comme son nom l'indique, c'est son premier cours. Je la cite, je crois en effet que dans nos universités, à côté de ces chaires du haut desquelles on enseigne la science faite et les vérités acquises, il y a place pour d'autres cours où le professeur fait en partie la science au fur et à mesure qu'il l'enseigne, où il trouve dans ses auditeurs des collaborateurs presque autant que des élèves, où il cherche avec eux, tâtonne avec eux, parfois aussi s'égare avec eux. Je trouve que c'est une phrase très très intéressante parce qu'elle témoigne aussi d'une conception de la pédagogie qui va être Oui. développée à partir de 1902 dans son cours sur la pédagogie, cette fois-ci à la Sorbonne,
d'évoquer cette possibilité, hein, que l'université n'est pas uniquement le lieu d'une transmission d'un savoir déjà établi, fini, mais peut aussi être un lieu de partage, et pas de partage d'un savoir déjà connu, mais d'un savoir en train de se construire. Et cette attention à cette situation et le fait qu'il l'explicite me paraît aussi être une manifestation de ce que peut être l'esprit sociologique ou l'esprit de la sociologie. Oui, tout à fait. Et alors, c'est intéressant parce qu'on ne s'est pas concerté. On a étudié, on a lu le texte chacun de notre côté. Et c'est également la première phrase que j'avais surlignée. Alors, elle se trouve, cette phrase, pour les étudiants, à la page 3 du fichier déposé sur le bureau virtuel. Et effectivement, c'est un certain dessin de la recherche, un certain dessin de l'enseignement. Et ça rappelle surtout que ces deux activités sont indissociables, alors qu'on a parfois tendance à les opposer, en l'occurrence l'enseignement et la recherche. Voilà, donc ça veut dire que nous avons là aussi une recherche en train de se faire. Donc cette leçon d'ouverture et Durkheim en train de penser la naissance de la sociologie et aussi la défense de cette nouvelle discipline, ça, la pertinence d'une nouvelle discipline. Et c'est d'ailleurs ce qui va commencer par essayer de démontrer. Hein, je crois que peut-être si on doit donner une idée générale de cette leçon d'ouverture, c'est une véritable démonstration, hein, qui est sans doute marquée par la formation philosophique de Durkheim, hein, où au fond, il faut démontrer, argument par argument, Absolument. pourquoi la sociologie est nécessaire. Et de la manière la plus concrète qui puisse être, parce que Durkheim, ça c'est dès la page 4, récuse la volonté de produire une dissertation. Il le dit, hein, et ça c'est aussi un rappel intéressant à faire dans le cadre d'un cours. Une dissertation, même excellente, n'a jamais converti un seul incrédule. Hein, et il explique, donc le projet de cet article, le seul moyen de démontrer que enfin de cette leçon, pardon, le seul moyen de démontrer que la sociologie est possible, c'est de faire voir qu'elle existe et qu'elle vit. Voilà, c'est donc c'est ce qu'il va en quelque sorte essayer de faire, et il va un petit peu déplier les différents arguments qui lui permettent de défendre cette science nouvelle en train de se faire. Alors évidemment, le premier argument qu'il va discuter, c'est la nouveauté. Est-ce que c'est si neuf d'étudier les sociétés humaines ou non? Et est-ce qu'il n'y a pas des prédécesseurs qui, au fond, auraient déjà commencé le travail? C'est donc là la question de savoir dans quelle mesure c'est une innovation, voire une innovation radicale, que de proclamer la naissance de la sociologie et de la science sociale. Et alors, Vas-y. pardon, ah non, pardon, excuse-moi, je pensais que tu avais terminé. Non, raison pour laquelle il cite Platon. Il commence par Platon et la République, voilà, comme prédécesseur. C'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire qu'il remontait effectivement extrêmement tôt, en l'occurrence à l'Antiquité et donc à ce 4e siècle athénien, à Platon. Mais il dissocie son regard sur la société du regard qu'avaient jeté ses prédécesseurs sur la société, puisque ses prédécesseurs, il le dit, avaient tendance à considérer la société comme le fruit, le produit de la rationalité humaine, et à percevoir la société comme entièrement soumise à la volonté de l'homme. Et il en tire une conclusion déterminante pour son projet. Il explique qu'à jeter ce regard sur la société, il n'y a pas de place pour une science positive des sociétés, mais seulement pour un art politique. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, si la société est le produit des êtres humains qui la composent, alors ça veut dire que la seule étude qu'il y a, c'est la volonté humaine, qui est à l'origine de la société ou à l'origine des fonctionnements de la société, et dès lors, effectivement, ça relève de la politique. Et donc, raison pour laquelle, évidemment, chez les Grecs, c'est ce qu'on trouve, parce que c'est la politeia qui les intéresse, donc qui est l'organisation. Alors, même si vous prenez Aristote, ce serait un petit peu différent, mais on laisse ça de côté. Mais en tout cas, c'est vrai que Alors lui ne le laisse pas de côté, parce qu'il en parle justement d'Aristote, extrêmement brièvement, cela dit. tout à fait. Mais c'est moins clair chez Aristote. Mais chez Platon, très clairement, puisque il y a véritablement, on peut choisir. Donc on discute, on est entre nous. Donc il y a l'idée d'un être humain qui précède la société, et que donc forcément, l'étude scientifique de la société n'a pas de sens, puisque en réalité, la vraie étude scientifique, c'est-à-dire ce qui est vraiment, c'est la volonté humaine, et c'est donc la volonté humaine qu'il faudrait étudier, donc l'art politique.
Oui, parce que si l'individu est premier, il le dit dans l'esprit de ses prédécesseurs, par sa propre volonté, que l'individu va former société, parce qu'en quelque sorte, ça lui procure un certain nombre d'avantages. Voilà. Alors, il va y revenir, mais c'est ce qu'on appelle le contractualisme, c'est-à-dire l'idée qu'on fait un contrat et que c'est le contrat qui donne naissance à la société. Donc, de ce fait, il y a quelque chose, logiquement, avant la société, qui est ce moment où les êtres humains décideraient de se mettre d'accord pour vivre ensemble. Donc, cette situation rendrait impossible une sociologie au sens, comme tu l'as dit, de science positive. Mm. Et c'est dans ce contexte intellectuel, justement, qu'il va reconnaître une vertu à l'économie. Et avant de critiquer un petit peu plus tard les économistes, c'est celle de voir dans la société des lois positives. Et il considère qu'il y a là un geste intellectuel propice à la fondation de la sociologie. Oui, puisque au fond, l'idée de loi va être mise dans la nature par les économistes, et donc à partir de ce moment-là, une partie de l'activité humaine va dépendre de lois qui ne sont pas réductibles à la volonté des êtres humains. Il y a donc quelque chose qui les dépasse et qui peut, c'est l'hypothèse que propose Durkheim, une hypothèse qu'il va réfuter ensuite, mais concernant les lois de l'économie, mais ça veut donc dire qu'il existerait des lois qui encadreraient, dirigeraient le comportement humain, gouverneraient le comportement humain. Donc, on aurait bien des comportements humains qui ne seraient pas réductibles à la volonté des êtres humains qui l'accomplissent. Alors, je marque une petite pause parce qu'avec Christophe, nous sommes donc en train d'enchaîner les différents arguments développés dans ce texte. Alors là, nous en sommes toujours donc à la première partie, soit entre les pages 4 et 8, si je ne m'abuse. Voilà. C'est ça, exactement. Alors donc, euh, je vais citer un extrait du texte sur l'économie pour bien comprendre ce qu'il dit. On ne peut par décret donner de la valeur à un produit qui n'en a pas, c'est-à-dire dont nul n'a besoin, et tous les efforts des gouvernements pour modifier à leur gré les sociétés sont inutiles quand ils ne sont pas mauvais. Aussi, le mieux est-il qu'ils s'abstiennent. Bon, là, il reprend le libéralisme Oui, économique. le plus strict, hein, c'est Adam Smith, là, pour le coup. Adam Enfin. Smith, donc toute forme d'intervention est mauvaise. Et donc, il y a bien l'idée d'un échec de la politique, hein, qu'il y a donc autre chose, un autre fonctionnement qui relève de loi. Et à partir de là, eh bien, on se propose à nous un territoire d'études qui pourrait être le territoire de la science sociale qui se cherche. Voilà, et s'il reconnaît positivement cette intuition aux économistes, il va quand même les critiquer dans leur rapport à l'individu, puisque il considère, alors comment dire ça peut-être avec ces mots, j'essaie de retrouver la citation, voilà, que l'économie libérale appauvrit l'individu en ce qu'elle le réduit à quelque chose, quelqu'un d'absolument rationnel. Oui, oui, ça c'est ce qu'il dit un peu plus tard, mais la première critique qu'il porte à l'économie, c'est avec l'histoire. Il dit, mais les historiens, eux, ne peuvent pas admettre qu'il y ait des sociétés dans lesquelles il n'y ait pas de politique. C'est-à-dire que les historiens, par définition, eux, ils étudient ce qui leur paraît être des contingences, c'est-à-dire quelque chose qui se produit une fois. Et donc, si on leur dit, bah non, tout est réductible à des lois, etc., indépendamment des volontés humaines, l'histoire montre que c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a des territoires qui relèvent de la volonté humaine. Et donc, euh, rien qu'avec l'histoire, on peut déjà suspecter qu'il y a un problème et que là, on ne peut pas évacuer l'intervention humaine des phénomènes économiques. Mais il n'en dit pas plus loin, et tu as justement fait remarquer qu'ensuite, il va se livrer une critique beaucoup plus radicale de l'économie libérale. Je suis allé un petit peu plus loin et j'ai sauté effectivement l'objection dans la référence qu'il fait aux historiens. Et je suis allé voilà, donc directement à cette critique qu'il formule vis-à-vis des économistes, donc celle de la réduction de l'individu à un être strictement rationnel. C'est
en quelque sorte le paradigme. Je crois que c'est anachronique parce que ça doit être de Pareto. Ça, c'est l'homo economicus, quoi. Non, 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 parce que l'idée, elle est déjà chez Adam Smith et elle continue. Oui, je suis Donc, d'accord, mais il ne nomme pas ça comme ça, si mes ah souvenirs oui, sont oui, bons. Mais d'accord, oui, 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 oui. tout à fait. Mais en fait, l'idée est pleinement là. Donc, c'est la fable de Mandeville, les abeilles. Enfin, c'est vraiment chacun poursuit son intérêt privé, le boucher. Enfin, tous les trucs qu'on trouve dans la richesse des nations d'Adam Smith, donc en 1780. Qui sont déjà présentes et que donc Durkheim connaît très très bien, hein, puisqu'il a fait, à l'époque il y a deux thèses, donc il a fait sa première thèse sur Montesquieu, donc il a beaucoup travaillé sur cette pensée-là, donc c'est quelque chose qu'il connaît parfaitement. Donc des fois il fait des allusions parce qu'il n'a pas le temps de développer, c'est un cours, donc il ne peut pas parler de tout ce dont il aurait forcément envie, mais ici très clairement il a tout ça en tête, et donc puis il s'adresse à un public plutôt de philosophes. Donc, que la sociologie n'existe pas. Donc, Et c'est intéressant d'ailleurs parce que donc il va conclure que la sociologie et l'économie, enfin pour l'instant, hein, provisoirement, que la sociologie et l'économie se distinguent au moins sur la définition de l'individu. Et il va étudier d'ores et déjà en sociologue, ou en sociologiste, puisqu'il ne parle pas de sociologue, ça aussi c'est intéressant. Il va étudier en sociologiste les économistes. Et il explique, ça c'est le début de la deuxième partie, que si les économistes se sont arrêtés, alors selon sa formule, à mi-chemin, c'est parce qu'ils n'étaient pas formés et qu'ils n'étaient pas des scientifiques, ou en tout cas qu'ils ne pratiquaient pas les sciences positives, puisqu'ils venaient d'autres horizons, justement. c'est ça, exactement. Et c'est ça qu'il va montrer en ayant auparavant poursuivi son raisonnement et en particulier montré la limite du raisonnement des historiens qu'il a utilisé pour critiquer les économistes. Parce que si on les suit, s'il y a de la contingence, alors il n'y a pas d'autre issue que des monographies. C'est-à-dire de faire une succession d'études locales extrêmement contextualisées et l'impossibilité de faire une histoire très vaste, sinon comme une succession d'événements qui n'ont aucune causalité, aucun lien de causalité entre eux et nulle répétition. Et là, on voit que ce que Durkheim fait, c'est vraiment essayer de définir une science, puisque pour lui, la science, ça suppose une régularité des faits, c'est-à-dire quelque chose qui est récurrent, qu'on retrouve plusieurs fois. Et si on n'étudie que des cas particuliers, on n'est plus dans la science. Oui, c'est la critique fondamentale qu'il adresse à l'histoire, c'est-à-dire les historiens sont selon lui réfractaires à toute généralisation. Voilà. C'est ça. Et on la retrouvera après bien plus tard. Alors, on la retrouve en 1903 avec François Avec Signan, Sénime. mais on Oui. va la retrouver bien sûr à plus tard avec Marc Bloch, hein, qui est le véritable problème, qui est de savoir comment étudier sans comparer. Hein, quand on est historien ou historienne, je pense que notre petit auditoire sait que, pratique une histoire qui est très peu comparée, a priori, même si très très souvent, en particulier quand on étudie des périodes très anciennes, on a en tête des époques plus contemporaines, on fait soi-même ces petites comparaisons, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de méthodes à notre disposition pour le faire de manière scientifique. Mais pour Durkheim, c'est essentiel, une science c'est des lois, et des lois, c'est des récurrences. Ça rend raison de récurrence, de choses qui se déroulent plusieurs fois, et donc des choses qui peuvent se dérouler dans plusieurs sociétés, à des époques différentes, dans des lieux différents, etc. Voilà, d'où ces analogies répétées. Alors parce que c'est aussi le produit d'un contexte intellectuel, pardon, mais pas seulement, puisque Durkheim lui reconnaît aussi des vertus scientifiques. D'où ces analogies répétées avec les sciences naturelles, justement. C'est ça, exactement, puisque le grand modèle de la scientificité, c'est ça, et les sciences naturelles, la physique, et donc tous ceux qui essayent de créer à cette époque une science nouvelle cherchent donc à s'inscrire dans une définition générale des sciences qui intègre aussi bien une science sociale qu'une science naturelle, et qu'il n'y a pas d'opposition entre les deux, raison pour laquelle il affirme que c'est un principe qu'il y a que dans la nature, la société est dans la nature et que ce qui est dans la nature eh bien, est régi par des lois. Et qu'à partir de ce moment-là, puisque la société est dans la nature, eh bien, il doit bien y avoir des lois qui rendent compte de l'existence de la société et des faits sociaux. Voilà. Et on en arrive donc après les critiques portées aux historiens et aux économistes, on en arrive à l'apport fondamental d'Auguste Comte dans la pensée Oui, de Durkheim. alors ça c'est très important parce que là c'est une partie qui est à la fois en référence à Comte et à la philosophie aussi, puisqu'il y a tout ce problème avec la métaphysique, hein, puisque au fond quand je dis la société est dans la nature, c'est ce qu'il écrit, hein, enfin c'est ce qu'il dit, il écrit puisque c'est publié, la société est dans la nature, ça signifie qu'elle existe. Alors ça paraît évident, mais pour dire que la société existe au sens plein du terme, c'est-à-dire qu'elle mérite d'être étudiée puisqu'elle est, ça veut dire qu'elle n'est pas simplement une production de l'esprit ou la production de décisions individuelles, mais quelque chose qui existe
indépendamment des volontés individuelles. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que sinon, c'est de l'art politique et ce n'est pas de la sociologie. Donc, pour que ce soit de la sociologie, il faut séparer la science de la métaphysique, et il insiste beaucoup, et peut-être qu'on verra dans d'autres vidéos que ça lui a été, enfin, ça a été un enjeu de discussion avec les philosophes au moment de la parution des règles de la méthode sociologique, où on l'a renvoyé, où les philosophes l'ont renvoyé à la métaphysique, c'est-à-dire à l'étude de quelque chose qui n'existe pas, qui est une pure abstraction, de la pure logique, mais qui n'a rien à voir avec la réalité. Or, s'il y a science positive, c'est qu'il y a une réalité. Donc, juste, je regarde si je n'ai pas une petite citation. Voilà, il y a un moment donné, si j'avais noté celle-là, parce que je trouvais que c'était très très chouette, pardon. Donc, moi, je la lis dans le livre, mais donc, je n'ai pas la pagination qui est la vôtre. Donc, il dit, bon, ben voilà, désormais, puisque nous avons dissocié métaphysique et science, il faut justifier l'idée d'une science particulière qui étudie la société, c'est-à-dire que la sociologie n'est pas que de la psychologie. Parce que sinon, il suffit d'aller étudier la psychologie des êtres humains pour pouvoir étudier la société. Si la société n'est que l'agrégation des volontés humaines. Là, il le dit à plusieurs reprises, hein, Ouais. page 6. Alors, je ne crois pas que ce soit la citation à laquelle tu fasses référence. La question de savoir si l'homme est libre ou non a sans doute son intérêt, mais Voilà. c'est en métaphysique qu'elle a sa place et les sciences positives peuvent et doivent s'en désintéresser. Donc, page 6 du fichier mis à disposition sur le bureau virtuel. On est toujours dans la première partie. C'est ça, c'est-à-dire qu'il va renvoyer, au fond, la liberté, le libre arbitre, à la métaphysique en disant, ben, si vous avez envie d'en discuter, les philosophes, allez-y. Mais nous, on ne va pas attendre que vous ayez réglé cette question, si tant est qu'elle puisse être réglée. Nous allons faire, comme les biologistes, comme les psychologues, nous allons faire science et nous verrons bien, au fond, tôt ou tard, si la question du libre arbitre peut être réglée, soit par des raisonnements de nature métaphysique, soit par des raisonnements scientifiques. Voilà, et en cela, il se place de toute façon dans la filiation des sciences naturelles, puisqu'il il évoque leur rapport à la métaphysique et il explique qu'en quelque sorte, peu leur importe, quoi. Et C'est donc, ça, peu importe à exactement. la sociologie. Et donc, il dit il n'y a pas deux mondes. Hein. L'un où règne, là je le cite, l'un où règne la loi de causalité, l'autre où règne l'arbitraire et la contingence. Il n'y a donc pas un monde naturel et un monde qui serait celui de la volonté humaine. Ce qui est très important, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, même s'il va mettre de longues années à en tirer les conséquences, la volonté humaine est inscrite dans la société. Ce qui n'enlève rien à la possibilité de mener une étude de psychologie. Hein. Mais il montre bien que c'est pas. Sinon, si on considère que la volonté humaine échappe à la société, alors on va à un moment donné retrouver la question du libre arbitre et ne plus pouvoir, au sens strict, mener une sociologie comme science sociale. Voilà, donc si l'on doit résumer très rapidement cette première partie, c'est un positionnement vis-à-vis des historiens, critique de l'incapacité à généraliser, vis-à-vis des philosophes, dont l'objet serait davantage la métaphysique, et je sens que tu as une objection, pardon. Non, 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 pas du Ah, tout. pardon. Positionnement vis-à-vis de l'économie, à laquelle on reconnaît une vertu, des lois naturelles, mais dont on s'éloigne dans le rapport à l'individu. C'est ça, c'est exactement. C'est là où on revoit à quoi sert la métaphysique, c'est-à-dire qu'il renvoie les économistes à la métaphysique, c'est-à-dire il leur dit votre point de départ est métaphysique, Absolument. puisque vous partez de De l'idée cet d'un individu appauvri, voilà. voilà, abstrait, égoïste en soi, etc., qui est une généralisation de quelque chose qui n'existe pas partout, etc. Donc, cette fois-ci, il le récuse au nom de l'histoire. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il critique l'économie à partir de l'histoire, et il critique l'histoire à partir de l'économie. Et voilà, il montre comment, au fond, là, il y a un territoire qui se dessine pour une science sociale, précisément parce que ni l'histoire ni l'économie n'y parviennent. Et il y a cette possibilité scientifique qui, cette fois-ci, discute avec la philosophie. Donc on a là vraiment, je trouve, la manifestation de la création d'une discipline. Comment elle se crée? Elle se crée à partir des disciplines existantes, à partir des problèmes existants, et elle essaye de justifier l'existence d'un territoire qui lui soit propre. Absolument. Et justement, c'est dans ce positionnement aux autres disciplines que Émile Durkheim reconnaît les vertus de l'œuvre d'Auguste Comte, puisqu'il va en fait approfondir le geste premier des économistes, en quelque sorte. C'est-à-dire que selon lui, les lois sociales sont naturelles et la société est aussi réelle qu'un organisme vivant. Elle ne peut exister en dehors des individus qui lui servent de substrat. Donc, tout ça, il est d'accord avec les économistes. Mais
et c'est là la nuance d'importance d'Auguste Comte, la société est autre chose. Elle n'est pas identique à la somme des parties, comme le suggèrent les économistes, on va dire, libéraux, si je puis dire. Exactement. Et ça, c'est très important parce que Et donc souvent, là, pardon, je suis désolé, je resitue, là on est au début de la deuxième partie. Donc, hein. exactement, au début de la deuxième partie, là, nous allons bientôt nous arrêter, puisqu'on espère avoir donné envie à chacun et chacune d'entre vous de poursuivre cette lecture, tout en nous en donner quelques clés de lecture. Et effectivement, la filiation avec Auguste Comte est très, très importante. Auguste Comte, dont peut-être que tout le monde le sait ou tout le monde ne le sait pas, peu importe. C'est Mais... l'inventeur du. Oui, vas-y. Pardon, c'est l'inventeur du mot sociologie. Exactement, c'est l'inventeur du mot sociologique. Donc, souvent, on réduit un peu ça comme ça, voilà, il a inventé, puis ensuite, on arrive vraiment à Durkheim. Mais on voit qu'ici, et c'était implicite dans la première partie, mais ça devient explicite dans la deuxième partie, qu'il est extraordinairement contient et qu'il va reprendre une partie du raisonnement d'Auguste Comte, c'est en quelque sorte la hiérarchie des disciplines, c'est-à-dire le fait qu'il y a une articulation entre les différentes disciplines et que la sociologie, dans cette articulation, a une place. Oui, mais il va quand même critiquer Auguste Comte. Et ça, Bien c'est sûr. intéressant, puisque s'il lui reconnaît toutes les vertus qu'on a citées, en somme celle d'avoir donné un objet à la sociologie, il va critiquer Comte parce que, selon Comte, en fait, les faits sociaux sont toujours les mêmes avec des différences d'intensité. Alors là, je cite Durkheim, et alors c'est à la page 10, hein, et idem, le développement social est partout le même avec des différences de vitesse. Donc ça, c'est en tout cas la pensée d'Auguste Comte. Or, selon Durkheim, cette manière de voir de Comte, qui est inspirée par un certain contexte scientifique, n'est pas valable, puisqu'au contraire, lui, il va avoir une diversité des sociétés. Exactement, c'est là où on voit comment ce qu'il dit de l'histoire lui sert cette fois-ci pour critiquer Comte qui, dans une pensée très évolutionniste, envisageait comme ça un grand modèle général d'une évolution des sociétés en trois étapes, quoi, et qui était une loi de l'histoire universelle. Donc il n'y a plus d'histoire. Hein. Je vous rappelle que s'il y a une loi universelle de l'histoire, il n'y a plus d'histoire, puisque précisément, une fois qu'on a dit la loi, on la constate. Et donc il n'y a plus de loi. Donc vous voyez qu'il y a toujours, d'une certaine manière, la question de la place qu'on doit accorder à la contingence historique, ou plus exactement à l'historicité, qui est la marque de fabrique d'Émile Durkheim. Et on voit donc que dès le départ, il n'y a pas d'opposition entre la sociologie et l'histoire, puisque, au contraire, c'est grâce à une conception de l'histoire et une association entre ce qu'est une société et l'historicité dans laquelle cette société est prise, que Durkheim envisage la naissance de sa sociologie ou de la sociologie. Donc ce qu'il emprunte à Auguste Comte, comme tu l'as dit, c'est, disons, un raisonnement concernant les différentes disciplines, raison pour laquelle, lorsqu'il parle d'Auguste Comte, il va revenir aux différentes disciplines pour dire que chacune a son, comment dirais-je, son existence. Et donc, il y a bien sûr la chimie, la biologie, la psychologie et donc la sociologie. Et donc, tout se passe comme si chaque science avait un niveau de réalité qu'elle est la seule à pouvoir étudier. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que ce n'est pas parce que je connais la physiologie, comment fonctionne le cerveau, que je peux rendre compte de la pensée humaine. Il y a bien une science particulière qui étudie la pensée humaine, c'est la psychologie. Et la psychologie, elle n'est pas réductible à la physiologie, pas plus que la physiologie est réductible à la biologie ou à la chimie. Moi, je peux connaître les atomes, mais le fonctionnement des atomes ne me disent pas pourquoi les êtres humains font ça et pourquoi ils ne font pas ça. Et là, on comprend comment Durkheim se positionne aussi dans le contexte scientifique qui est celui de son époque, que nous, on a un petit peu oublié, celui de l'anthropologie raciale et de la craniologie. Exactement. Et c'est là où toute la subtilité, je trouve, de Durkheim apparaît dans cette phrase, donc de la deuxième partie, hein, juste après avoir fait référence pour la première fois explicitement à Auguste Comte, sans doute. Donc la société, elle ne peut exister en dehors des individus qui lui servent de substrat, elle est pourtant autre chose. Autre chose. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est une somme d'individus que la société ne serait que cette somme d'individus, et il explicite un tout n'est pas identique à la somme de ses parties, quoique sans elle, il ne soit rien. Et il en rajoute quelque chose, donc ça c'est vraiment quelque chose d'ontologique. Qu'est-ce que c'est qu'une société? C'est autre chose que la somme des parties qui la composent, de la même façon que le cerveau humain n'est pas que la somme des atomes qui le composent.
Et il rajoute une deuxième Alors, considération très importante. alors, je situe simplement parce Oui, que j'ai surligné la même citation que toi, enfin le même ensemble de phrases. On est à la page 8 du fichier déposé sur le bureau virtuel. Pardon, je te laisse continuer. non, 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 mais c'est très important. Et donc, de ça, qui est une considération donc ontologique, hein, presque métaphysique ou logique, hein, tout, c'est pas la somme des parties, il va en venir à quelque chose de beaucoup plus important pour nous, c'est quand il va faire remarquer que les phénomènes moraux, juridiques, économiques et politiques ne peuvent pas être étudiés séparément, parce que sinon, je pourrais séparer la société. Et il dit que tous ces phénomènes sont autant de faces différentes d'une même réalité vivante, la société. Et c'est ensuite qu'il fera remarquer, qu'il fait remarquer que, à la différence de compte, il n'y a pas une société, mais des sociétés qui se classent en genre et en espèces, dit-il. Il y en a donc plusieurs. Hein, donc on voit là, et ça c'est très très important, hein, parce que ça interroge certains découpages disciplinaires, puisque pour lui, en raison même de l'existence de la société, il n'est pas possible d'isoler tel ou tel phénomène. Bien sûr, je peux à un moment donné me concentrer sur un phénomène, mais si je ne pense pouvoir l'expliquer qu'en fonction de lui-même, c'est-à-dire, par exemple, expliquer l'économie par des lois de l'économie, alors je fais une erreur scientifique parce que je nie l'existence de la société. Et donc, je pratique une forme de réductionnisme, en l'occurrence pour l'économie, un réductionnisme individuel, puisque je reviens à l'individu tout en niant la diversité des individus. Et alors, on ne va pas en parler directement puisque ça ferait durer la vidéo vraiment trop longtemps, mais il fait une place à l'étude de l'ensemble de ces phénomènes et il l'explicite dans la cinquième partie de sa leçon. Exactement. Donc, c'est voilà une bonne raison d'aller jusqu'à la cinquième partie de cette leçon d'ouverture. Pour ma part, je pense qu'on a à peu près mis les éléments, disons, qui permettent de voir de quoi il parle au début, pourquoi il pense. Peut-être que tu veux rajouter des éléments qui te paraissent importants. Ah non, parce que il y aurait tellement d'éléments qui me paraissent importants. Non, je pense qu'on a réussi l'essentiel. Enfin, notre objectif, c'était de vous donner une sorte de petite introduction au texte, ou en tout cas de le contextualiser. Il est atteint. Voilà, j'espère que vous aurez envie de le découvrir, parce il est vraiment très chouette. Sachez qu'il continue de se positionner, notamment vis-à-vis des penseurs de son temps. Alors, il se positionne par rapport à Spencer, et ça, c'est extrêmement intéressant, notamment pour nous. Et ensuite, dans ces parties 5 et 6, il va vraiment dresser des directions concrètes, énoncer des considérations méthodologiques pour fonder, pour bâtir la sociologie. Donc effectivement, hein, je crois que en termes de méthode, c'est-à-dire qu'il est déjà sociologue en fait dans ce qu'il fait, hein, comme tu viens de le dire. Et nous sommes déjà sociologues, nous sommes aussi sociologues quand nous le lisons comme ça, parce que nous ne le prenons pas comme un inventeur, hein, quelqu'un qui aurait reçu une pomme sur la tête et inventé la loi de la gravitation universelle. En fait, Durkheim, c'est quelqu'un qui est profondément un homme de son temps. C'est-à-dire que la sociologie, elle naît de son temps et elle est de son temps. C'est-à-dire qu'elle est une discussion avec un certain nombre d'auteurs, de pensée, et c'est ce qu'on a essayé de montrer au début. JB vient de donner des éléments pour la suite, hein, mais c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est cette discussion. Et apprendre à lire ces textes, c'est aussi essayer de les réinscrire de manière permanente, non pas dans leur contexte pour dire, ben voilà, il dit ça, c'est juste pour comprendre la possibilité même de cette pensée. C'est-à-dire ce que dit Durkheim, eh ben, sans doute, ça ne pouvait pas être dit de la même façon à une autre époque. Il le dit parce qu'à ce moment-là, ce discours-là est devenu possible. Et Mais il est dans la discussion avec les autres. il le dit très bien, puisque si, comme je l'ai dit, il pense les économistes en sociologue, il pense aussi Comte en sociologue, et il dit voilà, Comte, finalement, il est aussi le produit d'un contexte scientifique, d'un certain rapport à l'ethnologie, et il ne peut pas produire enfin, il ne peut pas produire une autre pensée. En tout cas, le contexte favorise la production de sa pensée. Exactement. On est bon? Bah écoute, ça, il me semble, oui. Alors par contre, on a excédé le temps. Alors je mets fin à l'enregistrement. Hop.